Gérald Brassienne, bonjour. Alors, vous êtes fondateur de l'Institut Milton Erickson de Belgique. Vous avez fondé cet institut en 1984. Et alors, vous donnez des formations sur la thérapie brève. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la thérapie brève? Alors, peut-être qu'il faudrait remettre ça au pluriel. Ce sont les psychothérapies brèves, même si moi j'étais formé pendant une année à l'école de Palo Alto, qui est donc le premier creuset de la thérapie systémique ou interactionnelle. J'ai eu le privilège d'avoir été formé par Wassavik, Wickland et Fish pendant une bonne année. Et conjointement à ça, j'apprenais l'hypnose, qui est aussi un moyen de rendre la thérapie efficace et efficacement brève, ou brève et efficace. Et est-ce qu'on peut pratiquer la thérapie brève sans faire de l'hypnose? Oui, il y a un certain nombre de problèmes d'ailleurs pour lesquels l'hypnose ne sera d'aucune utilité ou de très peu d'utilité. Ils sont relativement peu, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de principes qui émanent de l'école de Palo Alto simplifient beaucoup la pensée, la réflexion théorique par rapport à comment on prend un problème si on veut le résoudre de manière assez brève et rapide. Justement, qu'est-ce qui distingue la thérapie brève des autres approches? Il y a des concepts théoriques qui sont tout à fait essentiels dans la conceptualisation qu'on appelle systémique. Comme vous le savez sans doute, les gens de l'école de Palo Alto, sous la direction de l'anthropologue Gregory Bateson, sont allés visiter Milton Erickson pendant 17 ans, je crois. Jay Haley et John Wickland ont fait des voyages incessants chez lui, l'ont questionné dans un livre qui s'appelle Le thérapeute hors du commun et dans d'autres, où on voit effectivement ce personnage utiliser de manière très ouverte différents types de choses qu'on appelle des stratégies, c'est un vilain mot, avec ou sans hypnose. Et c'est clair que l'école de Palo Alto a voulu vraiment structurer autour d'une idée qui est très simple, qui est que, au lieu de se référer au passé comme étant la cause des problèmes que nous avons aujourd'hui, il se centre sur une idée fondamentale c'est ce que les gens font dans l'espoir de sortir de leurs problèmes, qui de manière très ironique et de manière très involontaire créent le problème avec lequel ils s'enfoncent. C'est la manière avec laquelle on s'enfonce dans les sables mouvants, parce que précisément, en essayant d'en sortir, on fait des gestes qui nous y précipitent, alors qu'effectivement, quand vous êtes dans des zones où il existe des sables mouvants, les gens de l'endroit vous diront, ça paraît peut-être paradoxal, mais il faudra vous coucher et faire une espèce de brasse pour tenter de vous extirper. Là, surtout, n'essayez pas de sortir vos pieds en poussant d'avant et derrière, c'est parce que c'est comme ça que vous vous y enfoncez. C'est une métaphore, évidemment, qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle est vraiment intéressante dans la mesure où on apprend aux jeunes thérapeutes à se centrer typiquement sur toutes les choses que le patient a essayé de faire avec lui-même ou avec son entourage, où on s'occupe de l'entourage du patient malade pour voir qu'est-ce que cet entourage lui a fait avec cette personne qui, avec plein de bonnes intentions, mais de manière tout à fait involontaire et paradoxale, l'a enfoncé, a augmenté le problème. Donc c'est vraiment une vue très ironique des problèmes, qui est très finaude, très intéressante, et que l'on retrouve bien sûr chez Erickson, mais Erickson est beaucoup plus ouvert. J'ai eu la merveilleuse expérience aussi d'avoir été formé par un tout grand monsieur aux États-Unis, bien moins connu chez nous, mais aux États-Unis tout le monde en parle comme d'un monument. C'est le monsieur qui s'appelle Nicolas Cummings. Il avait été le patron du Amérique Palo Alto pendant une année. Et en 82, je crois, c'était le premier Américain que j'ai invité ici, avec un programme de stratégie et de thérapie brève pour le traitement des alcooliques et des toxicomanes. Programme dont l'efficacité reste toujours bien présente. On sait que c'est 87,8% des personnes qui ont suivi son petit programme de traitement de la toxicomanie ne rechutent pas, et les vérifications sont faites 1 an à la fin des 6 mois et puis 5 ans à la fin des 6 mois de thérapie. Donc il y a vraiment un certain nombre de mouvances aujourd'hui de thérapie brève, comme la thérapie centrée sur la solution de Chazer, mais qui vient en ligne droite de l'école de Palo Alto. Il a juste eu
la malveillance de ne pas citer ses sources et ses origines, puisque au Palo Alto, la thérapie centrée sur la solution découle d'un questionnement très simple qui sont comment êtes-vous quand il n'y a pas de problème, quelles sont les exceptions à ce problème, comment étiez-vous quand il n'y en avait pas, comment serez-vous quand il n'y en aura plus, etc. Donc ça c'est encore un exemple, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Et pourquoi utilise-t-on le mot brève? Parce que effectivement, la tradition, en tout cas en Europe encore aujourd'hui, véhicule toujours l'idée qu'un certain nombre de problèmes sont lourds et qu'au plus ils sont lourds, au plus ça va faire des thérapies très très longues. On sort à peine de ce monde un peu obscur de la psychanalyse et celle-ci, je pense, se réveille un peu et s'ouvre à d'autres choses, heureusement. Mais on reste encore très fort dans cette conceptualisation que si un problème est important ou grave ou lourd, peu importe le qualificatif qu'on lui donne, ça va donc prendre du temps. Et heureusement, c'est pas vrai du tout. Ça fait quand même pas mal d'années qu'aujourd'hui, l'école de Palo Alto et beaucoup d'autres, les Ericksoniens, démontrent qu'on peut rendre des services psychothérapeutiques vraiment profonds et vraiment efficaces et vraiment durables et sans rechute, on n'en est plus du tout, du moins j'espère, à croire que par exemple en hypnose on fait des suggestions directes de vous n'avez plus ceci, vous ne souffrez plus de cela, et effectivement si ça marche, ça marche pendant quelques heures, voire quelques jours. Bien entendu on n'en est pas là, et on a fait des bons énormes dans la compréhension. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que parmi les gens ouverts, qu'ils soient systémiciens, qu'ils soient même psychanalytiques ici en Europe francophone, le schmilblick avance, les gens évoluent, les gens apprennent. Je dirais même que les gens qui avaient été d'orientation analytique autrefois et qui ont viré leur cutie, qui ont fait une véritable conversion vers la thérapie brève, aujourd'hui se rendent bien compte qu'avec l'hypnose, auquel je fais allusion sur un autre film, cette hypnose peut vraiment fort ressembler à un travail qui serait quelque chose de l'ordre psychanalytique. Ça y ressemble très fort. Moi, je n'y crois rien, ou je crois très peu. Je pense plutôt qu'effectivement, il y a des phénomènes mnésiques qui font que les théories dites constructivistes sont sûrement plus à même de rendre compte de ce qu'on fait et de ce que le patient fait pour réhabiliter son cœur et son corps et son cheminement émotionnel pour aller mieux. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de bataille pour la vérité. Je trouve ça un peu tristouné. Je pense qu'on a vraiment intérêt, au-delà de nos différences théoriques, à échanger et à voir toutes ces similitudes qu'il peut y avoir. Il y a bien entendu parfois intérêt à souligner les différences, parce que certaines différences font qu'on revient à des thérapies très longues. Même les systémiciens qui normalement bénéficient d'une théorie très très révolutionnaire, jeune encore, et qui normalement permet des thérapies brèves, souvent dans nos contrées se sont rabattus sur des concepts psychanalytiques et ont de nouveau mélangé les deux théories, et on arrive dans une espèce de washi-washi dans lequel on ne sait plus ce qu'il faut faire, où on croit qu'on est systémicien parce qu'on a plusieurs personnes devant soi. On peut faire de la psychanalyse en famille, et c'est malheureusement ce qui se fait beaucoup. Et il est bon de pouvoir bien comparer des choses différentes, et puis ensuite de garder le cap, me semble-t-il. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est sur l'efficacité. Et comment peut-on apprendre la thérapie brève? Je crois que vous donnez des cours Oui, l'Institut Erickson, depuis 1984, donne des cours d'hypnose et de thérapie brève de l'école de Palo Alto et d'autres. Là, aujourd'hui aussi, on a tenté de limiter le nombre de cours en faisant les choses les plus simples, les plus optimales, sans tomber dans le simplisme, mais en donnant des règles très claires à suivre, qui permettent, et moi je le vois tous les jours avec l'hypnose, et on commence à bien le voir avec notre formation brève, de thérapie brève, qu'effectivement les gens ne sont pas si sots, et quand ils ont reçu une bonne information et qu'ils l'appliquent, ils s'aperçoivent et qu'ils peuvent obtenir des résultats fort rapides. Et bien entendu, ces deux manières de travailler, dites de thérapie brève sans hypnose et celle de l'hypnose ericksonienne, se rejoignent très fort, puisque Erickson est certainement le bonhomme qui a amené en avant une hypnose revue et corrigée et des formes de psychothérapie qui se veulent brèves parce qu'elles sont rapidement efficaces.
Donc vous avez donc des étudiants qui font les deux formations parallèlement. C'est très complémentaire. Donc. Tout à fait. Donc c'est même assez indispensable pour avoir un clinicien bien formé. Et ces thérapeutes et ces cliniciens viennent eux-mêmes d'autres écoles, d'autres horizons, qu'elles soient analytiques, systémiques, PNL, analyse transactionnelle, Gestalt et j'en passe, puisque comme on le sait, sans doute, je crois que c'est l'OMS qui, il y a déjà pas mal d'années, avait fait un relevé de plus de 30 000 formes de psychothérapie différentes dans le monde. Et donc voilà, il y a encore moyen d'apprendre beaucoup de choses. Et comme vous le savez sans doute, Erikson est un bonhomme qui ne fait jamais aucune référence à des pensées, à des courants théoriques. Par contre, on a une anecdote qui est quand même assez intéressante, puisqu'il donnait des cours de psychiatrie en médecine générale, et il disait aux étudiants que si vous étiez très fort intéressés, eh bien il vous donnait une liste, et il y avait plusieurs centaines de livres de psychologie avec Adler, Jung, Freud et tout le monde. Et puis quand on était moyennement, il y avait encore un certain nombre une centaine de bouquins. Et puis dans la dernière, il y en avait moins, mais malgré tout, c'était énormément de choses. Donc effectivement, on s'aperçoit que le bonhomme n'a pas sorti ça de son pouce. Il a fait beaucoup d'expériences personnelles originales et audacieuses pour se réhabiliter de sa paralysie, qui lui ont donc appris beaucoup à utiliser les phénomènes d'hypnose pour se réhabiliter tout seul, mais il avait une connaissance livresque de beaucoup de courants thérapeutiques, et ça vaut la peine qu'il n'y ait pas de racisme, et qu'il y ait des comparaisons, et qu'on puisse discuter de ça sans se fermer. Et comme récemment, j'entendais quelqu'un qui pense être, je pense, un constructiviste, qui est une théorie très intéressante, qui malheureusement a sans doute pas terminé la lecture du constructivisme jusqu'au bout, ou l'a mal compris, s'insurgeait contre l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose comme le trauma, ou le psychotrauma. C'est une négation de la réalité, c'est un déni, mais par contre, effectivement, en tant que constructiviste, c'est vraiment intéressant de voir comment des incidents pénibles peuvent marquer les personnes pour de longues années, et comment est-ce qu'on peut déconstruire cette construction. Voilà. Parfait. On va terminer là. Merci beaucoup, Gérald Prassine. Merci beaucoup.